Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre votre émission Point de vue. Dans ce numéro du dimanche 6 juin 2021, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, responsable politique à Kaffrine et deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Omar. Merci beaucoup. Alors, nous commençons cette émission par la tournée économique du président de la République, le président Macky Sall, qui était chez vous il y a une semaine à Kaffrine. Inauguration d'infrastructures et lancement de projets et programmes. Quel bilan tirez-vous en tant que responsable politique local de cette tournée-là? D'abord, Omar, je voudrais que vous me donniez l'occasion, encore une fois, de vous remercier de m'avoir associé à cette importante émission, suivie très largement par tous les Sénégalais. Donc, pour aller vite dans le sujet, la première question que vous me posez, c'est sur cette belle tournée et cette belle initiative du chef de l'État dans les régions de Kaffrine, de Tamba et de Kédougou. Je crois que le bilan est tiré de lui-même par les populations qui ont accueilli favorablement d'abord ces initiatives, ces infrastructures. Un hôpital bâti sur 12 hectares avec tous les services spécialisés, avec un plateau technique très relevé qui puisse garantir des soins de qualité à toutes les populations de la région de Kaffrine et aux environs. Jadis, il y a quelques jours, il y a quelques mois, ces mêmes malades étaient transférés soit à Kaolack et à Dakar. Donc, vous voyez, un investissement fait sur presque 20 milliards de francs CFA. C'est quand même assez costaud. Et ensuite, au-delà de cet hôpital moderne, il y a aussi la route Kaffrine-Ganda qui était d'une doléance de 45 ans, de 50 ans. Tous les chefs d'État de Senghor à Maître Abdoulaye, chacun avait promis, chacun s'était engagé. Je me rappelle, le ministre d'État Habib Sy était même venu, pour annoncer la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle n'a jamais été exécutée. C'est avec la volonté du chef de l'État en 2017 que les travaux ont été lancés. Et en 2019 déjà, en 2021, cette route est déjà praticable et c'est une très belle infrastructure. Et vous avez vu l'accueil que les populations de Kaffrine et de Nganda ont réservé est l'expression d'une satisfaction. Oui. Et l'expression aussi d'une adhésion à une vision. Et l'expression aussi d'une population qui n'a jamais été aussi satisfaite. J'ai entendu dire, oui, un tel président a fait ceci, mais moi je suis fils de Kaffrine. J'ai tout fait dans cette région, au-delà de la politique. Et regardons les investissements. Il n'y a même pas photo. En 12 ans, en termes d'investissement, on ne peut pas dépasser. En 12 ans, Maître Wade que j'ai soutenu, en 12 ans n'a pas fait plus de 4 milliards d'investissements en termes d'infrastructure pour Kaffrine. Oui. En une année, le président Macky Sall met un hôpital de 20 milliards, mais une route de 11 milliards. La sphère administrative, vous avez vu, oui, elle est presque en finition. Presque c'est 12 milliards d'investissements. Je ne parle pas des autres investissements comme le lycée d'excellence qui va arriver, comme le CRFPE, comme la compagnie de gendarmerie, etc. C'est Kaffrine est en train de renaître. Kaffrine est en train maintenant d'être dans des habits d'une belle région. Et les populations l'ont senti. Et vous avez vu cet accueil enthousiaste, populaire, qui n'était pas simplement un simple accueil. Tout le monde a vu que ça dépassait tout l'entreprise. Personne ne s'attendait à moins que ça. Parce qu'en réalité, l'expression d'une reconnaissance, mais aussi qui traduit la vision, mais aussi l'option du chef de l'État. Le chef de l'État a opté dès le départ pour une gouvernance de proximité. Et lui, il est proche de Odilon Barrot, qui disait simplement qu'on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Mais à côté de cette gouvernance de proximité, le chef de l'État a voulu toujours promouvoir l'équité territoriale. Il y a des choses qui n'étaient concentrées qu'à Dakar ou sur la côte ouest du Sénégal. Aujourd'hui, vous voyez que tous les services sont déconcentrés. Il y a une volonté d'investir dans toutes les régions du pays. Ce qui s'est passé à Kaffrine a été constaté aussi à Kédougou, très bientôt à Sédhiou, et après aussi dans la région de Matam et de Saint-Louis. Je dois dire que les Sénégalais aujourd'hui se retrouvent dans la politique du chef de l'État. Et c'est ça l'indice le plus important, le plus marquant de cette tournée. D'accord. Vous avez parlé de l'hôpital Thierno Birahim Ndao, qui pratiquement est un bijou, hein. Mais aujourd'hui, beaucoup ont des appréhensions sur l'infrastructure, du moins sur son entretien. En tant que responsables locaux, je parle des administratifs, mais aussi des politiques que vous êtes, quel doit être donc le rôle des autorités sur place, bien sûr, qui sont en première ligne, et des populations pour sauvegarder ce bijou-là? Oui, vous savez, ce que le chef de l'État pouvait faire, il l'a fait. Oui. C'est de construire, c'est de mettre des ressources suffisamment importantes pour répondre à l'attente des populations.
Maintenant, il y a une administration qui a été mise en place. Cette administration, il y a un directeur de l'hôpital qui doit assumer ses responsabilités, il y a un personnel qui doit assumer ses responsabilités, mais il y a un conseil d'administration qui doit jouer son rôle. Et le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de Kaffrine. Donc, ensuite, au-delà de ces institutions, au-delà de ces structures, il y a aussi que les populations doivent elles-mêmes surveiller ce bijou que le chef de l'État vient de reléguer. Et d'ailleurs, c'est tout le sens du discours tenu par le chef de l'État à Kaffrine sur l'entretien et la maintenance de ce bijou. Il est bâti sur 12 hectares. Et vous voyez, même le président anticipe en parlant de l'alimentation en énergie. Il faut qu'on autonomise l'hôpital en mettant du solaire. Et des dispositions ont été prises pour que très prochainement, les hôpitaux de Kaffrine, de Sédhiou et de Kédougou et de Touba puissent disposer d'une autonomie en termes d'alimentation énergétique. Et c'est important, je crois que cette question que vous posez est capitale. Il faut que chacun d'entre nous, tous les citoyens de Kaffrine, tous les citoyens de la région, eux-mêmes puissent être les sentinelles de ces infrastructures installées par le chef de l'État. Très bientôt, d'autres infrastructures, comme le centre régional aussi, l'appel d'offres a été fait. Donc il y a quand même un bouillonnement de l'investissement infrastructurel à Kaffrine qui fait qu'aujourd'hui, l'adhésion à Kaffrine auprès du chef de l'État est quasi totale. Très bien. Mais au-delà d'une visite présidentielle, l'idéal, c'est de voir la région vivre économiquement. On sait que le potentiel est énorme. On est au cœur du bassin arachidier. Le président de la République a procédé à la distribution de matériel agricole. Le pôle emploi a été lancé. Là aussi, c'est un autre défi. Absolument. Vous savez que Kaffrine est le cœur du bassin arachidier. C'est pourquoi cette distribution du matériel agricole par le ministère de l'Agriculture sur instruction de chef de l'État est une excellente initiative. Non seulement c'est un signal du renforcement de l'équipement rural, mais aussi un signal de l'investissement dans l'agriculture, parce que c'est dans l'agriculture simplement que nous pouvons créer des facteurs de production. Oui. Mais ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, le chef de l'État allait plus loin en parlant des agropoles. Et Kaffrine sera au cœur de l'agropole centre qui sera très bientôt lancé. Et il y a une corrélation entre la production et l'industrialisation. Et durant 60 ans, la région de Kaffrine a pleuré de cette non-industrialisation. Nous sommes la seule région d'ailleurs au Sénégal qui ne dispose d'aucune industrie. Et le chef de l'État a pensé que ça, c'est une incohérence. Comment une région qui produit autant que Kaffrine et dans toutes les cultures puisse ne bénéficier d'aucune infrastructure de transformation pour que l'économie locale puisse décoller. Et à côté, vous l'avez tantôt dit, le pôle emploi, ça c'est une initiative majeure du chef de l'État dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Et le chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, sur la gouvernance de proximité et sur l'équité territoriale, a décidé que sur les 45 départements du Sénégal, qu'il y ait un pôle pour que les jeunes ne se déplacent plus à Dakar. Qu'on trouve les jeunes et les femmes dans leur terroir. Et maintenant, un jeune Kaffrinois ou un jeune de Boulel ou un jeune de Kachot n'a plus besoin d'aller à Kaolack ou bien d'aller à Dakar. À Kaffrine, il peut faire toutes ces demandes et ces demandes sont remontées au niveau national et les tri sont faits objectivement. Et mieux, sur les 45 000 emplois, sur les 65 000 emplois qu'il annonce et dont la répartition est déjà faite. Le chef de l'État a souhaité que la plus petite commune du Sénégal soit bénéficiaire de ces emplois. Et en fonction de sa population, mais aussi en fonction de la demande par rapport à l'activité concernée. Donc toutes ces questions-là montrent encore une fois que le chef de l'État est resté sur ces principes. Les principes de partage équitable des ressources du pays. Il ne faut plus qu'une petite minorité s'accapare de toutes les ressources du pays. Il faut que les ressources du pays soient équitablement distribuées sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu, partout, comme je l'ai expliqué tantôt, partout cet enthousiasme que vous avez vu dans les rues est une forme d'expression d'une adhésion à une politique que le chef de l'État a bien définie. D'accord. Une forte mobilisation, c'est vrai, on l'a vu, qui traduit aussi l'état de forme de la coalition présidentielle. On a vu que tout le monde s'est levé pour accueillir le président de la République, mais les rivalités étaient également visibles. Ça veut dire qu'il y a un choc du point de vue des ambitions. Vous savez, l'état de la coalition dépend simplement du travail du chef de l'État, du travail du gouvernement. Et vous avez vu à Kaffrine l'enthousiasme que nous avons constaté partout, à Tambacounda, à Kédougou, partout, à Médina Gounass, c'est l'expression du travail bien fait. Oui. Maintenant, mais la politique, c'est la compétition. Qu'il y ait de grands leaders qui se heurtent par programme ou bien par ambition pour mieux servir le terroir, pour mieux servir le président de la République, je ne vois pas d'inconvénient qu'il y ait quelques petits problèmes. Mais l'essentiel, c'est que ces problèmes soient contenus dans des limites raisonnables. Parce que simplement, on ne peut pas prétendre servir une ville ou un département ou un pays
en étant dans des postures indélicates. Mais les ambitions sont là pour les uns et pour les autres. Par exemple, on a vu qu'entre vous, je ne veux pas installer de polémique, mais je veux dire, il y a quand même un problème entre vous et l'actuel maire. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est dans son parti, je suis dans le mien et nous sommes dans une coalition que dirige mon chef de parti. Oui. Donc forcément, chaque parti travaillera à son développement, à sa massification. Et lorsque l'heure des arbitrages viendra, nous nous soumettrons à l'arbitrage du chef de l'État, à l'arbitrage j'allais dire, du président de la coalition. Cela est clair. Maintenant, il est clair que nous avons un parti et je travaille tous les jours à la massification de ce parti avec tous les autres responsables du département et de la région. Vous travaillez aussi à votre élection à la mairie de Kaffrine. Non, vous savez, moi, j'ai toujours dit que je fais de la politique, au vrai sens du terme. C'est-à-dire, faire de la politique, c'est respecter ses concitoyens, c'est respecter tous les militants et les responsables avec lesquels vous partagez le parti et la coalition. Je travaille tranquillement, calmement, à mobiliser le maximum de militants, de citoyens autour du parti. Et le reste maintenant, ce sont les militants et les responsables d'abord à la base. Et après, souverainement, le chef de l'État prendra les décisions auxquelles je me fais le devoir de respecter. D'accord. Alors, sur un plan national maintenant, l'opposition, on l'a vu, hein, est dans une posture voilà, qu'on regarde. Des manifestations de rue sont annoncées après la publication de mémorandums sur les événements de mars dernier. Comment voyez-vous justement cette propension d'une opposition qui véritablement veut mettre la pression, si on peut le dire comme ça, sur le pouvoir? Oui, mais elle est dans son rôle de contestation, de remise en cause. C'est ça le rôle de l'opposition. Mais le problème, c'est qu'elle se heurte à une population qui est totalement acquise à la cause du chef de l'État, acquise aux réalisations du chef de l'État. Vous savez, on ne peut pas, entre le bavardage et les réalisations, le choix est très rapidement fait. Il y a une opposition qui bavarde, il y a un gouvernement qui travaille. Et la population qui va juger, nous allons aux élections. Le 22 janvier ne sera plus loin. Chacun testera de sa légitimité. Je pense que tout le reste n'est que saupoudrage ou bien du voiement pour exister. Parce que le problème d'abord, c'est que l'opposition a un problème d'existence réelle. D'existence réelle, autre que sur les plateaux de télévision et de radio. Mais c'est vrai, il y a une opposition, pouvoir et majorité. C'est naturel. Mais est-ce que, sur la base de ce que je viens de signaler à votre niveau, au niveau local à Kaffrine, et qui est peut-être constaté dans d'autres localités, est-ce qu'il n'y a pas une autre adversité interne dans la coalition qu'il faudra d'ailleurs régler? Mais les adversités, comme je dis, il faut les contenir. Par exemple, à Kaffrine, rien ne peut empêcher, rien du tout, d'accord, je dis, hein, rien du tout ne peut empêcher à la coalition de gagner. Ça, c'est très clair, c'est acté déjà. Si, bien entendu, nous continuons le même tempo de travail et de pression sur le terrain. Maintenant, qu'il y ait des chocs, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des points de vue qui ne sont pas convergents dans cette période de pré-campagne, dans cette période d'installation des ambitions, mais c'est absolument normal. Maintenant, il arrivera au moment où l'heure viendra où il faut choisir. Vous savez, Omar, vous avez entendu le PIT, il dit oui, nous voulons aller avec la coalition, mais aussi que les responsables tiennent compte de leur intérêt particulier, l'intérêt du parti sur le terrain. Mais personne ne s'est choqué de cela. Parce que simplement, c'est absolument normal. Nous allons vers des élections locales qui ont des spécificités locales. Et que le chef de l'État a bien compris. Maintenant, le reste, chacun d'entre nous doit, avec mesure et responsabilité, savoir qu'il y a bien un après 22 janvier, mais il y aura il y a bien un avant 22 janvier, mais il y aura aussi un après 22 janvier. Et faire tout dans la responsabilité, dans la mesure qui nous permettent demain de nous retrouver autour du développement. Parce que je considère que, en tout cas, pour ce qui concerne Kaffrine, il n'y a pas d'opposition réelle. La seule opposition, c'est la pauvreté, les difficultés auxquelles il faut faire face. Et le chef de l'État nous a donné un coup de main extraordinaire en investissant très massivement sur les infrastructures. Je crois que maintenant, la balle est dans le camp des responsables de Kaffrine. Et comme ce qui se passe à Kaffrine, c'est ce qui se passe sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, il est incontestable que la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas d'adversaire de taille. Même si maintenant, comme vous le dites, il y aura toujours de petites agitations, de micro-partis qui essaient de se regrouper. Mais bon, 0 plus 0, c'est toujours égal à 0. En tout cas, dans les débats qui sont actuellement soulevés, comme c'est le cas du découpage administratif, on ne manque pas de voir une démarche politicienne. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Bon, vous savez, d'abord, dans tout découpage administratif,
il y a une politique, il y a une volonté politique qui s'exprime. S'exprime d'abord par cette volonté, comme je l'ai dit tantôt, d'une administration de proximité. Sur la départementalisation de Keur Massar, il n'y a aucun doute possible. Je pense que sur cette question-là, il y a une unanimité. Oui. Mais ce qui est innovant, c'est que dans cette démarche de découpage, le chef de l'État a pris toutes les garanties. C'est d'abord la mise en place d'un comité technique interministériel pour voir la faisabilité de cette départementalisation et les mesures d'accompagnement qui doivent... Parce que cette départementalisation crée de nouveaux espaces. Et les communes devraient être rattachées dans l'un ou dans l'autre département. Et le chef de l'État a voulu que tout cela soit fait dans un comité technique renforcé par des experts. Après le travail de ce comité technique, ce travail a été soumis à l'avis des collectivités locales concernées. L'avis maintenant, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord, mais après il faut prendre la décision. C'est après simplement cet avis de ces collectivités locales que le chef de l'État a pris la décision. Je crois donc que le processus a été bien respecté et tous les paramètres qui se sont adossés à ce découpage ont été des paramètres techniques. Maintenant, quand on est dans l'opposition, quand on conteste tout, à la fois le tout et le contraire de tout, bien entendu, on est toujours dans cette posture de manipulation et de manœuvre des politiciens. Mais vous savez, l'histoire du Sénégal, quand même, on ne peut pas la changer. Et je ne vois pas, dans l'histoire de ce pays, quel découpage qui aurait suivi une meilleure procédure. Maintenant, il faut simplement souhaiter que tout cela soit remis à niveau et que tout le monde se remette au travail. Parce que le plus important, c'est que Keur Massar puisse répondre à l'attente des populations par rapport à sa départementalisation, qui verra que maintenant que les administrés verront leur administration à leur côté. Et pour régler les différents problèmes. Ce qui est perceptible, c'est qu'au prochain hivernage, on ne le souhaite pas, quand il y a menace d'inondation, qu'il y ait des ressources et des personnes pour pouvoir faire face. Que les populations de Keur Massar se retrouvent dans la politique économique et sociale définie par le chef de l'État, en accédant aux sources d'information, mais en accédant aussi aux mécanismes de travail. Et c'est ça le plus important. Tout autre débat est un débat politicien puéril qui aujourd'hui n'intéresse pas les Sénégalais dans leur grande majorité, parce qu'il faut toujours faire la différence entre ceux qui font le bruit et la population. Mais c'est vrai que c'est des intérêts politiques aussi qui sont en jeu. Non seulement du point de vue de la carte électorale, mais aussi des circonscriptions que dirige tel ou tel responsable politique, au soit du pouvoir ou de l'opposition. C'est ça la politisation de ces affaires-là. Mais aujourd'hui, j'allais encore le dire, plus loin, le chef de l'État a mis en place le plan national d'aménagement du territoire, auquel aussi devrait s'adosser toute planification urbaine. Oui. Et c'est fondamentalement cela. Regardons, il y a quelques années, cette urbanisation galopante de toute cette banlieue. Si, bien entendu, il n'y a pas de mécanisme ou bien de mesures prises pour améliorer le fonctionnement administratif de ces collectivités, il y aura forcément des difficultés. Oui. Et donc, on est arrivé à cela. D'abord, il y a la nécessité, la demande qui est là. Deuxièmement, adossé à un plan national d'aménagement du territoire. Donc, objectivement, il n'y a pas matière à discuter. Même si, bien entendu, maintenant, la politique, c'est la politique. On est aussi à la veille des élections. Forcément, chacun va tirer de son côté pour en tirer les meilleurs dividendes. Mais fondamentalement, aujourd'hui, s'il faut regarder les intérêts des populations de Keur Massar, il faut se réjouir de la volonté du chef de l'État de respecter ses engagements vis-à-vis des populations. D'accord. Alors, réussir le découpage, c'est aussi... comme on le dit, dans la réforme, corriger les incohérences territoriales. Absolument. Il n'y a pas que Keur Massar, bien sûr, il y a d'autres localités. Et cela suppose une sorte d'urbanisation maîtrisée. Vous avez tout à l'heure parlé d'une croissance urbaine galopante qu'on a connue et qu'on continue de connaître, qui a forcément donc un lien avec la réforme. Absolument. Mais vous l'avez tantôt dit, il y a encore beaucoup d'incohérences à corriger. Mais le chef de l'État a estimé que toutes ces incohérences-là, on ne peut pas les corriger en une seule journée. Et qu'il faut éviter qu'à l'approche des élections, qu'on ait l'impression qu'on se joue de la carte politique et qu'on essaye de faire comme la conférence de Berlin, d'arriver à se partager les choses. Moi-même dans la région de Kaffrine. Mais là, vous allez dans une commune comme Médina Salam 2. Pathé Thiangay est une commune extrêmement viable. Quand vous allez dans le Malem, à Sagnan, la commune de Niayes me paraît être viable. Mais ça, c'est mon point de vue. Il faut aussi le point de vue des techniciens. Il faut aussi tout un processus. Et le chef de l'État a voulu que tous les processus soient respectés pour que toutes les incohérences soient corrigées.
regardez aujourd'hui la réalité des communes capitales régionales, capitales départementales, comme la commune de Kaffrine que je connais bien, ou la commune de Koungheul, sont toutes encerclées par des communes au point qu'il n'y a plus de surface même pour investir. L'hôpital de Kaffrine, tenez-vous bien. Oui. L'hôpital de Kaffrine n'est pas dans la commune de Kaffrine, mais est dans la commune de Kayi. Ces questions-là, comment les régler? Oui, on peut les régler par l'intercommunalité, c'est vrai, mais l'intercommunalité suppose aussi des conseils forts, des conseils suffisamment outillés, ou à défaut, prendre des mesures pour étendre les périmètres communaux. Ça, c'est des questions forcément qu'il faut régler. Mais au-delà de ces questions-là, comme je l'ai tantôt dit, il y a un plan national d'aménagement territorial sur lequel aujourd'hui, toutes les politiques de développement doivent être adossées. Oui. Mais mieux aussi, si nous voulons entamer des collectivités locales viables, sur des territoires viables, j'allais dire, mais il faut aussi une planification urbaine maîtrisée. Oui. Et aujourd'hui, au Sénégal, avec la communalisation intégrale, il n'y a que 13% qui disposent des outils de planification. 13% sur les 558-557 communes du Sénégal. Ça, il y a un effort à faire. Et le chef de l'État a donné les instructions pour qu'on accompagne toutes ces collectivités à détenir ces instruments de planification. Parce qu'on ne peut pas engager un développement sans une planification urbaine maîtrisée. Et c'est le sens du code de l'urbanisme qui est en train d'être revu. Le code de l'urbanisme, comme le code de la construction, le chef de l'État a donné instruction pour que dans les 3 mois, on puisse les nettoyer. Parce que quand même, c'est des codes qui ont vécu leur temps et qu'il fallait adapter à la nouvelle réalité, qu'il fallait adapter aux nouvelles exigences du développement du Sénégal. Et bien entendu, nous pensons que dans les jours à venir, ce projet-là, confié à des experts, ce travail sera achevé et ce travail sera partagé avec toutes les forces partenaires, les collectivités locales, les institutions, l'administration territoriale, toutes les forces en tout cas qui concourent au développement des collectivités, au développement de l'urbanisme, au développement de la construction, seront associées pour que nous puissions avoir un code accepté par tout le monde et qui sera soumis à l'appréciation et à la validation du chef, et qui seront soumis bien entendu à l'appréciation et à la validation du chef de l'État. D'accord. Alors, les logements sociaux, maintenant, c'est un axe prioritaire de la politique du président de la République, Macky Sall. Il y a beaucoup d'attentes, évidemment. Alors, je me mets à la place du Sénégalais lambda qui cherche un logement et qui exprime ses attentes. Comment faire pour en avoir? Là aussi, le chef de l'État a annoncé, depuis avril 2019, 2 marqueurs de sa politique durant ce mandat. C'est d'abord le programme Zéro Bidonville, je vais y revenir, et le programme Sénégal Zéro Déchet. Le programme Zéro Bidonville a une composante essentielle, c'est l'accès des citoyens au logement. Et il a annoncé le programme 100 000 logements durant 5 ans, par au moins 20 000 logements par an. Mais cela, le chef de l'État a pris d'abord les mesures préalables, c'est-à-dire le cadre juridique qu'il réorganise. Une loi sur l'habitat social. Il a créé des institutions pour ce faire, des structures pour ce faire, en créant le fonds pour l'habitat social. Parce que le problème fondamental que les Sénégalais avaient, c'est sur la question de la garantie. L'accès au crédit bancaire était compliqué. Le chef de l'État crée un fonds spécial pour ça, pour la garantie, mais aussi pour la bonification des intérêts. Crée la société d'aménagement du foncier, de la rénovation urbaine, en lui donnant exclusivement pour une période donnée une compétence que sur les aménagements. Parce qu'au départ, l'aménagement se retrouvait dans les attributions du fonds. Le président a voulu qu'on corrige en spécifiant les attributions. Le fonds simplement pour la garantie et la bonification des intérêts, et la SAFRU pour l'aménagement. Parce que simplement, le problème fondamental pour l'accès au logement, c'est d'abord l'accès au foncier. Et les promoteurs existaient, mais les promoteurs ont des difficultés pour accéder au foncier. Le chef de l'État nous demande de les accompagner pour accéder au foncier. Et là, c'est fondamental. Mais mieux, si on encourage ces promoteurs privés à pouvoir construire, forcément, les Sénégalais pourront accéder au logement. Mais à côté aussi, le chef de l'État nous demande d'accompagner nos promoteurs publics, que sont la SNHLM et la SICAP, pour leur permettre de retrouver leur lustre d'antan. Oui. Mais tout cela défini, le chef de l'État donne des critères et dit, oui, il faut d'abord que les populations, ceux qui sont concernés par ce projet, soient ceux qui n'ont pas encore accès à la propriété, ceux qui n'ont jamais eu de maison, mais aussi dont les revenus sont inférieurs à 450 000 francs. Oui. Et là, vous verrez que c'est carrément du social. Mais mieux, le chef de l'État aussi a fait accompagner en disant les promoteurs privés comme les promoteurs publics, je vais vous
je vais participer à l'exonération sur les taxes. Ce qui fait que, mais maintenant, cette question aussi doit être étudiée de manière subtile et intelligente. Il ne faudrait pas que cette exonération puisse aussi bloquer un autre niveau de nos finances publiques. Oui. Et c'est pourquoi il faut être utile et que cette exonération ne soit pas détournée à d'autres fins. Et c'est pourquoi, en relation avec le ministère des Finances, nous sommes en train d'utiliser le mécanisme le plus approprié, étant entendu aussi auparavant que le chef de l'État avait donné instruction à une commission interministérielle co-présidée par le ministre des Finances et par moi-même, pour qu'on travaille globalement sur le financement du projet 100 000 logements. Et c'est important. Aujourd'hui, nous avons signé avec presque 7 promoteurs qui sont déjà engagés. Il y a que la SNHLM, comme la SICAP, sont engagés sur pas moins de 5 000 logements par an, ce qui quand même nous permettra dans une phase d'urgence que nous avons définie en 2021. Et nous pensons qu'à partir du mois de juillet, nous allons atteindre nos vitesses de croisière. Mais faudrait-il aussi faire accompagner tout cela par un écosystème de la construction. C'est vrai, en 2013, on a lancé la baisse du coût du loyer, mais c'est un acte volontariste fort. Ouais. Mais le chef de l'État a estimé que quelles que soient les décisions que nous aurons prises, ou bien l'arsenal juridique qui a été mis en place, si l'écosystème de la construction n'est pas amélioré, les prix seront toujours chers. Absolument. Et c'est pourquoi il a demandé à ce qu'on investisse davantage sur l'écosystème de la construction, mais en mettant le focus sur l'initiative nationale. Mais au-delà de cette initiative nationale, nous ferons aussi appel aux étrangers, bien entendu, dans une approche maîtrisée, dans une approche mesurée, qui permette dans quelques mois de voir que la logique de la construction a pris effet et que nous puissions non seulement répondre à l'exigence des 20 000 emplois par an, mais aussi répondre parallèlement à l'existence d'une maîtrise du prix du loyer. D'accord. Aujourd'hui, vous avez dit, les attributions sont spécifiées, les mécanismes existent, et il y a une volonté forte d'aller vers des logements sociaux, carrément. Le mot n'est pas gratuit, parce qu'il faut viser les populations dont les moyens, les revenus ne sont pas extraordinaires. Les revenus sont modestes, pour tout dire. Absolument. Alors, quelles sont aujourd'hui les procédures que vous engagez pour permettre à ces populations-là, la grande majorité, d'accéder de façon allégée au logement? Oui, c'est ce que je dis tantôt. D'abord, les critères sont clairement définis. Personne ne peut les violer. Mais deuxièmement, il y a une plateforme qui a été ouverte qui permet aux Sénégalais de s'inscrire et de montrer qu'ils respectent les critères. Mais au-delà de l'inscription, parce qu'un Marning peut se cacher derrière son clavier et mettre des informations erronées. Au-delà de cette inscription, il y aura un audit de cette plateforme pour permettre de savoir qui répond aux critères. Et dans des commissions transparentes. Oui. Et après seulement, il y aura attribution. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que le chef de l'État nous demande de ne pas dépasser 12 millions dans les logements sociaux. 12 millions. Okay. Et des logements qui auraient dû coûter 20 à 21 millions vont coûter 12 millions et avec une garantie maîtrisée. Une garantie maîtrisée. D'ailleurs, beaucoup de partenaires techniques et financiers nous reprochent d'avoir dit qu'il n'y aura pas d'apport personnel. Mais ça aussi, c'est une volonté du chef de l'État. C'est une volonté de répondre à nos difficultés et de tenir compte de nos difficultés qui ne sont pas toujours les mêmes ailleurs. Et fondamentalement, ensuite, il y a cette volonté d'associer la diaspora. Oui. Il y a au moins 20% qui est réservé à la diaspora. Il y a quelques jours, Madame le secrétaire d'État Victorine Ndeye et M. Moïse Sarr, secrétaire d'État sénégalais de l'extérieur, ont fait une mission dans beaucoup de pays africains et qui permettent de comparer les expériences des uns et des autres. Et très prochainement, les deux secrétaires d'État vont exposer sur cette visite qui a permis de comprendre les mécanismes, qui a aussi permis de comprendre le volume d'efforts fait par le gouvernement du Sénégal, et c'est ça le plus important. Sur la création d'emplois, il est attendu du projet 100 000 logements, plus de 437 000 emplois. Mais là aussi, c'est que dans les conventions que nous signons, le chef de l'État nous a demandé d'introduire une clause qui engage les promoteurs à créer des emplois, mais des emplois aussi qui seront créés là où le logement est fait. Parce que le logement ne sera pas qu'à Dakar. C'est une territorialisation. Il y a une territorialisation. Le chef d'État souhaite que cette politique de logement soit perceptible dans toutes les collectivités du Sénégal. Là, cette approche va être une approche mesurée, prudente et progressive. Il ne s'agit pas d'y aller ex nihilo. Il s'agit d'avoir une maîtrise des choses et une maîtrise des données. Et je crois que fondamentalement, ce projet est un projet phare. Et un projet qui va totalement
révolutionner le monde de l'habitat et toutes d'ailleurs, les institutions, c'est pourquoi d'ailleurs les partenaires techniques et financiers ont décidé de l'accompagner avec beaucoup d'engagement et je profite de cette occasion pour les remercier pour cet engagement. D'accord. Alors la part maintenant de l'hygiène publique dans la création d'emplois, les emplois spéciaux annoncés par le président de la République à hauteur de 65 000, la répartition est faite. Aujourd'hui, sur quoi vous travaillez exactement? Oui, bon, sur cette question aussi, d'abord, il faut se réjouir du travail qui a été fait. Mieux aussi, c'est que le chef de l'État, comme je l'ai tantôt annoncé dans une première partie, qu'il y a deux marqueurs de sa politique au niveau du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. C'est d'abord le programme Zéro Bidonville et Sénégal Zéro Déchet. Et le Sénégal Zéro Déchet est décliné par deux structures. L'UCG, que nous voulons transformer d'ailleurs en Société nationale de gestion des déchets. Et ensuite, il y a la Direction générale du cadre de vie. Et ces deux structures combinées travaillent à la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État de voir un Sénégal propre. Il y a quelques années, l'UCG était confiné à Dakar. Le chef de l'État nous a demandé de faire de telle sorte que l'UCG soit vu, soit perceptible sur ses actions dans tous les pays. Nous avons démarré avec au moins 7 régions pour cette année, dans un plan d'urgence, pour que dans toutes ces 7 régions, qu'il y ait la manifestation du Sénégal propre. Et c'est pourquoi, c'est fondamentalement ce qui explique le fait que le chef de l'État ait décidé de mettre 10 000 jeunes dans le nettoiement, dans l'hygiène publique. C'est important. Et ça nous permettra, dans chaque commune du Sénégal, de voir au moins 10 agents qui vont travailler sur la propreté et sur le nettoiement. Et cette répartition sera faite de manière démocratique, de manière transparente, à partir des données que l'UCG a, mais aussi à partir des données que les pôles vont avoir. Et puis, le chef de l'État procédera à tous les arbitrages pour que l'équité territoriale qu'il a annoncée, pour que la transparence qu'il a annoncée soit respectée. Et parallèlement, le chef de l'État met 2000 jeunes dans le cadre de vie. Parce que c'est bien de nettoyer. Oui. Mais s'il faut nettoyer aussi, il faut aménager. Il faut l'aménagement paysager, les pavages. Le chef de l'État a décidé de donner 2000 écovigiles à la Direction générale du cadre de vie pour accompagner. Et cela, nous avons choisi au moins 18 départements qui seront là, dans ces premiers 6 mois de la phase test, qui permettront de changer totalement le visage de certaines capitales départementales ou capitales régionales. Vous avez vu que déjà ça a commencé à Kaffrine, ça a commencé à Fatick, nous l'avons entamé à Kaolack, très bientôt nous serons à Tambacounda et à Sédhiou. Au moins les 7 régions, nous allons faire une expérimentation de cela pour changer notamment le visage de ces collectivités. Et bien entendu, je pense que c'est une excellente mesure, non seulement pour les jeunes, parce que ça permet aux jeunes d'accéder au travail. Et le chef de l'État ne veut pas des emplois précaires. Il a donné instruction au gouvernement de faire des contrats de 2 ans. Oui. Et lorsque ces jeunes seront testés, parce que aussi, il ne faut pas que les jeunes pensent que ce sera de la facilité. Il faut le goût du travail, l'amour du travail et l'amour du travail bien fait. Lorsque ces jeunes-là seront testés, ce contrat sera transformé en CDI. C'est important que ce ne soit pas des emplois précaires, c'est des emplois structurels qui seront réinvestis. Et maintenant, le chef de l'État a doté aussi l'UCG, comme la direction du cadre de vie, des moyens pour pouvoir faire leur activité convenablement et pour pouvoir bonifier l'activité. Donc, cet instrument est double. Il a un double objectif. D'abord, créer des emplois, mais aussi, deuxièmement, augmenter la puissance d'intervention de ces différentes structures pour que la propreté et un cadre de vie sain soit visible sur l'ensemble du Sénégal. Oui, l'aménagement paysager, c'est important. Ces derniers temps, beaucoup se sont offusqués du fait que le béton a pris le dessus sur l'espace, les aménagements qu'on a connus dans le temps, par exemple dans la capitale. Ça aussi, vous y travaillez. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il faut que Dakar et toutes les grandes villes puissent respirer, puisqu'on puisse trouver des espaces. D'ailleurs, c'est l'instruction que le chef de l'État nous donne. Lui-même, parfois, quand il sort, il nous appelle directement pour dire à tel niveau, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Parce que simplement, il a besoin d'avoir une population qui vit. Oui. Et le cadre de vie est essentiel dans cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'aménagement des paysages urbains est capital dans cet investissement. Non, pas seulement pour Dakar. Dakar, il faut non seulement ce que nous avons, que nous puissions le préserver, mais aussi Dakar. C'est la vitrine, quoi. Voilà, Dakar, le principal problème, c'est l'encombrement. Et cet encombrement doit être maîtrisé.
nous avions commencé une politique hardie de désencombrement, mais le chef d'État nous a demandé, oui, c'est bien de désencombrer, mais attendez d'abord que nous puissions recaser ces jeunes qui sont dans les rues. Il faut trouver quelque chose. Et ce chef-là a instruit le ministre a donné instruction au ministre de l'Artisanat pour que les travaux à Diamniadio soient, pour le recasement des artisans soient accélérés. Et lorsque nous aurons là où les mettre, nous allons reprendre cette politique hardie de désencombrement pour que Dakar respire, que Dakar revive. On ne peut pas laisser des épaves partout, des vendeurs de véhicules partout, des panneaux publicitaires partout. Il faut de l'ordre. Mais ça, il y a aussi des mesures préalables qu'il faut prendre et nous sommes là-dessus. Et je crois que dans un an, nous verrons un autre visage. De la capitale. Pas de la capitale, mais de toutes les villes du Sénégal. Ouais. C'est tant mieux. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler de sport en prenant votre casquette, bien sûr, de vice-président de la Fédération sénégalaise de football. D'abord, les performances et préparations de l'équipe nationale. Hier, on a joué contre la Zambie. Mardi, ce sera contre le Cap-Vert. Des matchs amicaux qui permettent de voir un peu le niveau de performance de notre équipe nationale. Comment est-ce que vous l'appréciez, vous, en tant que dirigeant? Oui, je considère que c'est une bonne opportunité prise par la Fédération sénégalaise de football. C'est des périodes FIFA. Normalement, nous devions jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. La FIFA a préféré décaler au mois de septembre pour permettre à beaucoup de pays africains de remettre à jour leur infrastructure. Cette période, nous choisissons de jouer la Zambie, qui ne nous a pas toujours souri, hein, il faut aussi le rappeler, et de jouer aussi contre le Cap-Vert. Je pense que hier, la demi-finale, la première mi-temps que nous avons vue était une première mi-temps de très grande qualité, d'une très grande équipe. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faudra jouer. Il n'y a plus de matchs amicaux. Hein, tous les matchs comptent dans la vie. Et je crois que les Sénégalais s'attendent à avoir une équipe performante tous les jours. Et hier, on a donné une belle leçon d'une bonne équipe qui peut nous valoir de très bonnes satisfactions. Ouais. La satisfaction, c'est ça véritablement l'attente des populations sénégalaises de voir une Coupe d'Afrique venir ici au Sénégal. Vous pensez que cette fois, ça peut être possible? Elle a été toujours possible. Mais moi, je suis un sportif. On ne gagne pas, on ne décrète pas la victoire dans une compétition. Mais notre rôle, c'est de réunir toutes les conditions pour une victoire du Sénégal. On l'a toujours fait, hein? Oui, mais un ballon qui tape sur le poteau ou bien comme ça, personne ne peut maîtriser cela. Mais l'essentiel, c'est que toutes les conditions soient réunies, mais aussi qu'on ait une équipe qui a le niveau de nos investissements. Qu'on ait des joueurs suffisamment conscients des investissements qui ont été faits. Qu'on ait aussi un encadrement à la hauteur, l'encadrement administratif comme technique, mais aussi qu'on ait des forces unies autour de l'essentiel. Est-ce que vous pensez que toutes ces conditions justement sont réunies? Oui, aujourd'hui je peux dire valablement que nous avons quand même de bons investissements. Si bien entendu, dans quelques mois, le stade Sénégal aussi sera inauguré, ça va être j'allais dire le summum. C'est-à-dire que ce stade-là, ce stade de 50 000 places, sera un joyau et sera une fierté pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique. Ce sera l'accomplissement d'une politique bien articulée et bien menée. D'autant plus que jusqu'ici, on en a parlé il y a quelques jours, un stade véritablement homologué. Tout à fait. On n'en a pas encore un stade à la hauteur des attentes. Mais le chef de l'État a totalement corrigé en créant ce stade Sénégal qui sera une fierté. Au-delà de terrain, parce que ce sera le seul stade presque en Afrique qui sera un stade exclusivement football. Et ensuite, il y a d'autres composantes comme cette affaire de musée, mais comme aussi l'administration, toute l'administration du football pourrait être installée dans ce stade-là. Donc c'est un stade moderne qui va être la joie de tous les sportifs sénégalais et africains. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas encore arrivés, ce sera en février 2022. Oui. Mais d'ici là, ce qui a été fait, même si les gens contestent, on en a parlé, comme le stade Lat Dior, moi j'ai vu beaucoup de stades en Afrique, le stade Lat Dior n'est pas aussi pitoyable qu'on le présente. C'est vrai, il y a des efforts à faire et des efforts ont été faits pour le remettre à niveau. Et je suis convaincu qu'au mois de septembre, nous n'aurons pas de difficulté pour jouer là-bas parce qu'il y a quand même des efforts qui ont été consentis par la Fédération et par le ministre des Sports pour le mettre à niveau. D'accord. Mais au-delà de cela, parce que moi, la Coupe d'Afrique ne se jouera pas à Thiès, elle se jouera au Cameroun. Ce qu'il faut, et je l'ai tantôt dit, c'est d'abord mettre notre équipe dans les meilleures conditions. Cela est aujourd'hui réalisé. Depuis quelques années, on ne parle plus de problèmes de primes, on ne parle plus de problèmes d'organisation et notre système est envié par toutes les fédérations d'Afrique. Il y a aussi la volonté politique d'accompagner l'équipe nationale. Cette volonté n'a jamais été remise en cause. Oui. Maintenant,
ce qui nous reste, c'est d'aller au Cameroun avec un esprit conquérant, avec une volonté réelle de pouvoir... Maintenant, le terrain, c'est le terrain. Mais il faut d'abord avoir la volonté et l'engagement de pouvoir gagner. D'accord. Maintenant, le renouvellement du mandat du bureau fédéral dont vous êtes parti. Aujourd'hui, la posture ou l'attitude du président Augustin Senghor suscite débat. D'autres dirigeants ont mis sur la table voilà, le problème en déclarant parfois même des candidatures. Beaucoup craignent le scénario CAF, par exemple, à votre niveau. Qu'est-ce que vous appelez le scénario CAF? Aller, par exemple, vers un consensus. Oui, oui, absolument. Ça, ce serait souhaitable. Le président Senghor continue, voilà. Oui, mais les modalités, nous allons en discuter. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'on évite ce qui s'est passé en 2017, de faire des élections à la politique politicienne. Et qu'il y ait des cassures alors que nous sommes à 4 mois de la compétition, de la Coupe d'Afrique. Ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une même table, qu'on discute des principes de la gouvernance du football, comment l'améliorer. Il ne faut pas nier qu'il y a eu de très bonnes choses qui ont été faites. Ça, je le rappelle tous les jours. C'est-à-dire, au point de vue infrastructurel, aujourd'hui, la Fédération sénégalaise dispose de 2 centres. 2 centres qui ont été totalement refaits par les moyens exclusifs de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ne supporte que les charges de l'équipe nationale A. Oui. Toutes les autres équipes, même celles qui concernent le beach soccer, nous venons de remporter la Coupe d'Afrique, les petites catégories, le football féminin, tout cela n'est plus à la charge de l'État du Sénégal, c'est à la charge exclusive de la Fédération sénégalaise de football. Donc il y a un travail très bien fait. Mais un travail, il faut aussi l'améliorer. Il faut s'ouvrir à toutes les compétences. Et tous ceux qui expriment des candidatures, je reconnais et je confesse que c'est des personnalités qui ont participé aussi au développement du football. Oui. On ne peut pas les exclure dans la gestion du football. Il faudrait-il qu'on se parle, qu'on s'entende, qu'on discute et qu'on discute de tout pour avoir un consensus large autour de notre football, pour enfin aller ensemble, pour une fois, ensemble, toutes les composantes, dans leur diversité et dans leur pluralité, aller ensemble au Cameroun pour gagner la Coupe d'Afrique. Je crois que cela est possible. Et cela... Aller ensemble, ça exclut un renouvellement du bureau? Oui, mais dans tous les cas, il y aura un renouvellement. Même si un consensus est fait, le consensus doit être matérialisé à l'Assemblée générale. Ça, ce sont les règles. Même si nous arrivons à un consensus, nous le matérialiserons à l'Assemblée générale qui est seule souveraine. Mais cela, Oumar, ça demande de la volonté, ça demande du dépassement, ça demande de l'effacement de quelques rancunes tenaces qui n'ont aucune place dans le milieu du sport. Parce qu'il y en a Oui, mais aussi, il faut que les gens apprennent à raison garder. Il faut, quand on vit dans un moment, on doit, année en année, en avoir la maturité et l'exemplarité. Parce qu'il n'est pas un dirigeant du sport qui le veut. C'est comme un sacerdoce. Parce que contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas de grande sinécure autour de ça. Il n'y a que la passion qui nous gouverne dans cette action. Comme c'est la passion et l'envie de servir notre pays, nous devons pouvoir discuter, nous pouvons d'abord être autour d'une table, discuter pour avoir des consensus forts. Cela se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les grands pays du football, aujourd'hui, c'est des consensus forts qui les gouvernent. Et ce sont ces consensus-là, c'est ce consensus-là qu'il faut chercher au Sénégal à tout prix pour arriver à une équipe stable, mais à une équipe plurielle qui nous permette de prendre en charge les intérêts du Sénégal. C'est cela qui rassurera le gouvernement qui investit ses moyens, c'est cela qui rassurera le peuple sénégalais, mais aussi c'est cela qui rassurera notre équipe. Et ce consensus-là pour lequel vous militez, ça devrait peut-être intégrer les dirigeants, comme vous le dites, qui ont également des qualités, intégrer donc ces dirigeants dans l'équipe actuelle. Oui, mais vous savez, dans le sport, si on veut le servir, on ne peut ne pas être dans l'équipe qui dirige. Vous pouvez être dans votre club et servir le football sénégalais. Il y a beaucoup de gens qui se battent dans leur club, qui ne sont pas au sommet, mais qui font des investissements extraordinaires. Donc le principe, ce n'est pas un partage du gâteau. Le principe, c'est d'améliorer. L'important, c'est d'être dans les instances de décision. Voilà, absolument. Mais c'est de vous revoir les principes de gouvernance, le projet que nous devons avoir en commun, et que ce projet soit projet du Sénégal. Il ne sera pas le projet de Augustin Senghor, ni de Louis Lamotte, ni d'Abdoulaye Sow, ni de Madi Touré. Il sera un projet du Sénégal que nous devrons partager sur les principes et renforcer les liens de solidarité qui existent malgré nos pluralités, malgré nos divergences de point de vue. Ça, moi, je considère, je confesse que moi, je suis un produit de la démocratie. J'accepte toujours que des idées contradictoires. Je ne suis pas dans le nihilisme ou bien dans l'autosatisfaction ou bien dans des égos surdimensionnés. Moi, je me remets toujours en cause dans ma vie. Et je considère que c'est cela qui doit être le principe de tout homme qui aspire à diriger toute association, petite soit-elle.
Ouais, mais si le consensus va dans la direction peut-être voulue par l'équipe existante, quand même, c'est maintenir l'équipe dirigeante actuelle, c'est... Mais bon, non, pas l'équipe, parce que l'équipe dirigeante actuelle, forcément, sera remodelée. Oui. Forcément, parce que c'est un processus. Mais là n'est pas le plus important. Comme je dis, le plus important, ce sont les consensus et la gouvernance. Maintenant, à défaut de consensus, Omar, on est aussi dans une démocratie. À défaut de consensus, on aura beau parler, mais après, il y aura les urnes. Et les urnes, c'est un verdict implacable de rapport de force. Ouais, mais là aussi, il faut qu'on respecte les paroles données. Par exemple, le président actuel, Augustin Senghor, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait un revirement de dernière minute. Je n'ai pas encore entendu Senghor dire qu'il est candidat. J'attends le moment de cette déclaration de candidature. Mais encore que moi, je considère que c'est très léger. Il faut qu'on arrive à bâtir notre football sur la base, non seulement il a dit ceci, il n'avait pas dit ceci. Pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce que nous voulons bâtir ensemble. Si la personne la plus indiquée, c'est Senghor, mais ceux qui le croient vont se battre pour. Mais il est évident, comme je l'ai dit tantôt, il faut dépersonnaliser le débat et mettre en avant la notion de projet et de principe. Vous, dans tous les cas, vous n'êtes pas pour une présidence, vous n'êtes pas candidat. Non, c'est sûr. Vous savez, moi, je suis clair dans ma vie. Ouais. Dans ma vie, j'ai toujours, depuis quelques années, j'ai toujours dit, malgré la sollicitation de beaucoup de clubs. Ça, Omar, excusez-moi de ma fausse modestie, si j'étais candidat, les choses auraient changé. Ah oui. Mais bon, c'est moi qui ai opté, parce qu'il faut éviter la dispersion. Ouais. Éviter de disperser. J'ai beaucoup de responsabilités politiques et administratives qui m'empêchent d'être aujourd'hui à la tête d'une fédération. Mais je reste un sportif passionné. Je reste un membre du football. Et personne, je dis bien, ça je suis très clair, ne peut me sortir de cette passion. Et je suis convaincu que je vais mourir avec cette passion pour le football. Donc, quelle que soit la station où je suis, et quels que soient les moyens dont je dispose, quel que soit aussi le calendrier qui me fait défaut, je réserverai au moins une minute au football et au sport. D'accord. Donc, vous ne soutenez personne, vous êtes pour le consensus? Bon, le moment venu, je me déterminerai. Je recherche le consensus, je cherche à avoir toutes les forces unies autour d'un projet, autour d'un principe. Mais à défaut, je suis un acteur, je suis président de club aussi. Je suis président de club, je suis président de ligue. Donc forcément, je vais me déterminer. Et moi, je ne suis pas blanc le noir et noir, blanc le soir et noir la nuit. Non, moi, je ne suis pas du genre. Lorsque le consensus que nous cherchons de tous nos efforts n'arrivera pas à terme, ce seront les élections. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous déterminer. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Merci, monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Merci beaucoup, monsieur le responsable politique à Kaffrine. Merci. C'est moi qui vous remercie, Omar, de m'avoir encore donné une occasion de discuter avec nos compatriotes. Et j'espère avoir été à la hauteur. Sinon, je voudrais présenter mes excuses pour ceux qui ne se retrouveront pas dans nos propos. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir également pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.